Bref, on est dans le long terme, on va y rester avec l'épargne de long terme. Vous savez que la profession, en 2017, a connu une réforme fiscale majeure, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui a simplifié et qui a allégé la fiscalité de l'épargne, tout en préservant les fondamentaux de l'assurance vie. Et qui est arrivé dans un dialogue avec les pouvoirs publics qui a été extrêmement dense au cours de l'été, mais qui a permis d'arriver à un équilibre satisfaisant. La preuve, c'est que le deuxième semestre 2017 a permis, on va voir dans un instant les chiffres, non seulement des progrès en matière de collecte, mais aussi une acceptation par les Français d'aller vers des produits plus risqués. Donc, voilà, ça c'était 2017. 2018, pour nous, le défi, quand je dis nous, c'est la collectivité, c'est de retrouver une incitation à l'épargne longue, parce que tout le monde sait que c'est l'épargne longue qui permet le financement de l'économie et qui a les effets vertueux que nous savons, mais nous étions dans un système qui incitait à la détention longue par la fiscalité. Qui dit flat tax dit qu'on abandonne l'incitation par la fiscalité, il faut donc autre chose qui incite à la durée. Et pour nous, la bonne réponse, c'est le rendement. Plus de rendement permet d'inciter à la durée si on arrive à faire donc des propositions qui sont cohérentes. Donc, c'est la proposition que nous avons faite, alors qui actuellement est en discussion, donc je n'irai pas très loin dans les détails, mais vous savez qu'on a sous le label le concept d'euro bonifié, fait des propositions au gouvernement, avec une idée générale qui est simple, et après dont on discutera des modalités, mais qui est de limiter les rendements pendant toute une période pour ensuite les rendre plus importants dans la période postérieure. De sorte que lorsque l'horizon de temps qu'on a est suffisamment long, on est forcément gagnant. Et donc ça, c'est une logique autour de laquelle différentes propositions restent à caler, mais qui répond donc à cette idée fondamentale d'allongement de l'épargne. Alors, lorsqu'on regarde les chiffres de 2017, on voit que donc la profession a connu une augmentation de l'encours, c'est plutôt 2,5% que 3% d'ailleurs, et la presse qui est dans la salle s'est faite souvent l'écho du fait que cette confiance de l'assurance vie était toujours la même, toujours plébiscitée par les Français. Surtout lorsqu'on regarde 2017, on s'aperçoit que c'est une année intéressante pour deux caractéristiques fondamentales. La première de ces caractéristiques, c'est l'asymétrie à l'apostrophe A, hein, c'est pas de mot, justement le caractère non symétrique entre les deux semestres. Alors il arrive que les deux semestres ne soient pas parfaitement à égalité, c'est même fréquent, mais d'abord, ce n'est pas avec un écart considérable, et puis c'est généralement le premier semestre qui est le meilleur. Là, c'est exactement le contraire. L'écart est considérable, et c'est le second semestre qui est le meilleur. Alors pourquoi ? On a des explications assez rationnelles et assez simples. La première, nous étions sur la lancée, si je puis dire, disons de la digestion de la loi Sapin 2, ça au début de l'année. Ensuite, il y a eu une année très exceptionnelle, avec une très forte épidémie de grippe. Alors ça peut sembler étrange d'évoquer ce point, mais c'est malheureusement logique, puisque une épidémie de grippe, celle de l'hiver 2017, a accru la mortalité, et donc les prestations au premier semestre. Et ça se joue en milliards. Donc ça, c'est un événement factuel. Il y a eu aussi la dimension psychologique, surtout, les élections. Les élections, la preuve, c'était il y a 1000 ans, mais c'était quand même juste l'année dernière. Et donc, vous vous souvenez tous de ce qu'était l'état d'esprit des gens pendant le premier semestre, les incertitudes électorales, tout ça a évidemment conduit à l'attentisme et a fait que les gens sont restés extrêmement prudents pendant le premier semestre. Et la confiance est donc revenue avec la vision pour l'avenir au second semestre. Donc ça, cet événement nous conduit à ces 7,2 milliards de collecte nette. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on creuse, c'est la deuxième caractéristique de l'année, quand on creuse ce que sont ces 7,2 milliards, c'est de voir qu'ils se caractérisent là aussi par une asymétrie très forte. En réalité, c'est un déficit, une décollecte forte pour ce qui concerne l'euro, quasiment 13 milliards, et une collecte forte en ce qui concerne les UC, de plus de 20 milliards. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que les Français ont pris en compte, ont intégré dans leur raisonnement l'idée que les taux d'intérêt étaient bas, que donc les rendements seraient
tout en étant tout à fait correct, on va le voir dans un instant, mais enfin serait plus bas qu'avant, et que si on voulait plus de rendement, il fallait accepter un petit peu plus de risques, et donc ce mouvement vers les UC, qui est dû aussi au travail des réseaux des professionnels qui ont fait de la pédagogie autour de la notion d'UC auprès de leurs clients. Donc, on en voit les éléments, et on en voit d'ailleurs la confirmation en 2018, puisque en janvier, vous l'avez vu, on a publié les chiffres il y a quelques jours, 30% de la collecte brute s'est faite sur les UC, ce qui était le niveau record depuis 18 ans. Je parlais des rendements, vous voyez, qui sont plutôt satisfaisants, parfois même très satisfaisants, dans le contexte de taux historiquement bas que nous savons. Si on fait un bref survol, on voit que pour les supports euros, le rendement est stable, alors qu'il avait baissé au cours des années précédentes, et ça s'explique notamment par le meilleur rendement des obligations souveraines. Ensuite, pour l'euro-croissance, le rendement est nettement plus élevé que les fonds euros, et ça, c'est lié à son exposition en actions. Et enfin, pour les supports en UC, donc, qui ont connu le succès, un rendement en hausse, c'est la 6e année consécutive, et donc c'est une récompense pour ceux qui prennent des risques, et je crois que justement cette historicité positive a convaincu les gens que finalement c'était dommage de passer à côté de cette opportunité. Donc l'assurance vie, instrument privilégié des Français, et on sait que parmi les objectifs de l'assurance vie, les motivations des assurés, un terme revient souvent, majoritairement, c'est la retraite. Et ça, c'est évidemment un autre sujet majeur pour nous, parce que, bien sûr, l'assurance vie est là pour être un instrument de retraite, mais ça n'est pas un instrument dédié à la retraite. Ce qui est dédié à la retraite, c'est l'épargne retraite, qui est, en majorité, celle qui sort en rente. C'est l'occasion de voir la situation de ce point de vue-là, surtout aujourd'hui. On voit bien les débats autour de la retraite et des retraités, et on voit bien qu'en France, on est dans une situation totalement atypique, pour ne pas dire aberrante. Vous voyez que nous sommes dans une situation où l'évolution des taux de remplacement par génération, c'est à gauche sur la slide, va décroissant, et donc que le besoin se fait sentir d'un revenu de complément. Or, lorsqu'on regarde comment se finance la retraite en France, les chiffres parlent vraiment d'eux-mêmes. 307 milliards, 6 milliards, 98% en répartition, 2% en capitalisation. Et lorsque vous regardez à droite la comparaison française par rapport au reste de l'Europe, vous voyez que c'est vraiment glaçant. La moyenne des pays de l'OCDE est à 15%, nous sommes à 2%, les Pays-Bas, le Royaume-Uni bien plus de 40%. C'est vraiment une exception française. Nous sommes entièrement dépendants de la répartition, et c'est une exception qui est à la fois qui porte l'inéquité sur le plan social, qui est hasardeuse sur le plan économique, parce qu'elle expose les Français en cas de choc ou de retournement majoré de la conjoncture à une situation extrêmement difficile. Donc, puisqu'il se trouve que le gouvernement, qui a pris conscience, je crois, bien évidemment, de cette situation, est décidé à engager, et il a annoncé une réforme structurelle sur la retraite de base, eh bien, les assureurs ont décidé de profiter, disons, de cette dynamique pour aussi avancer leurs propositions pour formuler des idées pour s'aligner sur cette démarche et proposer dans le droit fil de cette réforme structurelle une réforme structurelle de la retraite supplémentaire. Et cette réforme structurelle, elle porte un nom qui s'appelle donc Rêve-à-vie. C'est le nom de code que nous avons choisi pour l'assurance d'un complément de revenu à vie. Je reprends les grands principes de ce produit. D'abord, c'est un produit pour tous, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous les Français et avec des règles techniques qui sont identiques pour les salariés, que vous soyez cadre, non-cadre, etc., indépendant, agriculteur. L'idée, c'est à terme de converger pour un système qui soit uniforme. Et je précise à cette occasion que le PERCO, qui lui est un produit d'épargne salariale, ce n'est pas un produit de retraite, il faudrait l'appeler le PECO, le PERCO ne serait pas inclus dans cette réforme. C'est un produit à vie, c'est-à-dire qu'il offre un complément de revenu garanti pour la vie, et ce qui n'est pas le cas des autres propositions. Il est garanti dans la vie, et il est garanti donc pour inclure également une option dépendance
L'idée, je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, pour répondre en cas de dépendance lourde, à avoir un transfert de l'épargne. Je disais que les garanties dès la phase d'accumulation, et donc c'est une garantie de capital, une garantie prévoyance en cas de coup dur. Il est portable, ça c'est un élément très important. Les carrières changent, la vie des gens change, on est salarié, puis ensuite on est entrepreneur, et puis on redevient salarié. Il faut être capable de conserver son actif sans pénalité en cas de changement, et donc d'épouser les rythmes de la société, c'est l'objectif choisi. Et puis enfin, l'idée est d'être concurrentiel, c'est-à-dire que les assurés pourront transférer leur contrat d'un assureur à un autre, non seulement s'ils changent de situation, mais aussi parce que tout simplement la concurrence leur offre mieux ailleurs. Et donc, de ce point de vue, l'idée globale, c'est d'en faire un produit plus simple, plus juste, et comme il permettra d'allonger l'épargne longue, qui financera mieux l'économie productive.